Bonsoir à tous, bienvenue à la nouvelle conférence du Club du Mercredi. Club du Mercredi est pour une bonne partie d'habitués dans le public, et également quelques nouveaux. Club du Mercredi est une association organisatrice de conférences située à Nancy. À Nancy uniquement pour l'instant, on organise une conférence tous les mois, 1 à 2 conférences, principalement les mercredis. De temps en temps on déplace en fonction des intervenants qu'on peut recevoir. Quelques intervenants, quelques gros noms comme ça, 2 à la volée. On a eu Pierre Rougeron, on a eu François Bousquet l'année dernière. Cette année on est en train de travailler, là ça devrait se faire très prochainement, pour Jean-Michel Vernochet et Pierre Drac. Donc voilà les gros noms qu'on est capable d'attirer. Et puis également quelques talents locaux qui se sont exprimés, notamment notre réalisateur de ce soir, Johan, qui a tenu une conférence le mois dernier sur le consommé local. Une conférence qui avait été très instructive sur les biais de diffusion des produits locaux et sur l'intérêt de consommer local. Et puis ce soir, on reçoit un habitué du club, qui est Fabien Lisgoda, qui, quand il n'est pas en scène, se situe toujours dans le public, toujours à l'écoute, toujours prêt à poser des questions. Et là, c'est sa seconde conférence pour nous, puisque vous avez déjà tenu une conférence sur l'histoire de l'écologie en politique. En gros, c'est ça, puisqu'il est lui-même l'auteur d'un livre qui s'appelle Le sens de l'écologie politique, coécrit avec Antoine Wechter. Et ce soir, il vient nous parler donc d'une conférence appelée Écologie et effondrement, l'impasse politique de la collapsologie. Donc la collapsologie, c'est les grands scénarios de réflexion autour du déclin civilisationnel mêlé au changement climatique. C'est la spécialité de Fabien, il va nous faire donc une analyse de tout ça ce soir. Avant de lui donner la parole, je tiens à vous rappeler 2-3 choses. La première, évitez de couper Fabien pendant la conférence, ou ne le faites pas du tout, puisqu'il y a un temps de questions-réponses qui est prévu à la fin, donc on aura un temps d'échange suffisamment long pour avoir une réflexion tous ensemble. La seconde, c'est qu'une participation financière de 3 € vous sera demandée à la sortie. C'est une participation de soutien qu'on vous demande, puisque ça coûte de l'argent de faire venir des gens, ça coûte de l'argent de faire venir des personnes depuis Paris, depuis Lille, depuis Nantes, éventuellement de les loger sur Nancy. Ça nous permet de faire vivre le club, ça nous permet également de nourrir nos chaînes YouTube, notre page Facebook, de payer une petite partie de sponsoring, et puis de payer un verre au conférencier ou un restaurant lorsqu'un repas est organisé après la conférence. Voilà, et puis donc une dernière chose aussi, j'ai mentionné les pages YouTube et Facebook. Vous pouvez retrouver la conférence sur YouTube dans 1 mois, 1 mois et demi à peu près, en fonction du temps nécessaire de réalisation. Et puis vous pouvez nous suivre sur Facebook où les conférences seront mises en ligne régulièrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je passe la parole à Fabien, et puis je vous souhaite à tous une bonne conférence. Bien, merci Maxime. Donc le sujet que je vais aborder ce soir sera effectivement une sorte de prolongement de la conférence que j'avais faite l'an dernier sur le sens de l'écologie politique. Avec peut-être un sous-titre qui comprend justement le terme impasse, donc on va voir si justement le fait de creuser le sujet ne nous amène pas dans un autre domaine que le domaine strictement politique, puisqu'il y aurait eu plusieurs reformulations possibles à cette conférence. Le sujet et puis l'angle sous lequel je vais l'aborder, en gros, pourrait être aussi formulé sous la forme d'une autre question. À quelle perspective pour l'habitabilité de l'écosystème planétaire pour les sociétés humaines? Voilà, vaste question. Donc, de toute façon, en 1 heure, je vais faire que, enfin, en moins d'1 heure si possible, même, je vais faire que l'effleurer. Sachant même qu'il y a un peu de principe à soi. Vous partez du principe que je vais en 1 heure vous résumer des choses qui vont vous économiser quelques heures de lecture. Donc, tant mieux pour vous si ça se passe comme ça. Mais mon objectif est un peu plus pervers, c'est qu'en perdant 1 heure à m'écouter, vous soyez obligé d'une certaine manière d'en perdre quelques heures de plus pour creuser les différentes pistes que je vais faire qu'effleurer. Voilà mon ambition en quelque sorte. Ça me permettra aussi parfois d'aller plus vite et puis de ne pas aller au-delà de mes compétences sur certains sujets que je vais aborder. Donc voilà un peu pour poser les choses, et puis je l'aborderai sous un angle historique d'une certaine manière, puisqu'il s'agit de dresser des perspectives. Donc pour pouvoir le faire, il faut aussi avoir un certain recul, en mettant dans cette perspective historique qui va donc nous amener à anticiper l'avenir proche, autant de données que possible qui soient de nature biochimique, physique, etc. C'est-à-dire les bases vraiment physiques de l'habitabilité de la planète Terre par les sociétés humaines, comme je l'ai précisé. Donc je vais déjà, ne serait-ce que définir deux des termes qui sont importants. Alors, le terme d'effondrement en particulier. Alors là, je ne me suis pas creusé la tête, j'ai repris une définition qui est dans le livre Désormais classique de Jared Diamond, qui est justement un peu qui illustre bien cette démarche transdisciplinaire, puisque lui-même il est au départ physiologiste et biologiste, et il s'est tourné de plus en plus vers la géographie et l'histoire de l'environnement. Et il avait écrit donc ce livre assez célèbre sur
la façon dont les sociétés choisissent de réussir ou d'échouer, avec donc une part importante dans sa réflexion sur la maîtrise de l'environnement et la façon de surmonter les défis. Et donc, l'effondrement qui sert de titre à son livre, il le définit dans son introduction de cette façon. Donc je vais garder cette même définition en tête jusqu'à la fin. Une réduction drastique de la population humaine et ou une réduction donc drastique de la complexité politique, économique ou sociale sur une zone étendue et une durée importante. Donc lui, il applique aux Vikings de Groenland, à l'île de Pâques, etc. Et ma perspective va être de voir en fait plus globalement les perspectives d'effondrement de la société thermo-industrielle qui est d'origine occidentale, mais qui globalement aujourd'hui englobe la quasi-totalité des sociétés humaines. Donc voilà pour le premier terme important. Le deuxième, terme d'écologie, bon, j'étais déjà revenu dessus la dernière fois. Là non plus, je ne me suis pas cassé la tête, je suis allé prendre en fait la définition originelle, c'est-à-dire celle de l'inventeur du mot, hein, donc Ernst Haeckel, biologiste allemand, qui avait popularisé la pensée de Darwin en Allemagne, et qui avait donc écrit ce traité, la morphologie générale des organismes, dans lequel il invente le mot d'écologie et il en donne cette définition, donc qui a pu être reformulée des tas de fois, mais qui reste toujours sur la même idée. Donc c'est la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire dans un sens large, la science des conditions d'existence. Alors on peut garder cette définition, on peut aussi parfois la schématiser autrement, en retenant qu'on a avec l'écologie l'étude des relations systémiques. Donc c'est ça qui est important dans l'écologie par rapport aux démarches naturalistes qui avaient précédé. C'est des relations systémiques entre, d'une part, les individus d'une espèce, d'autre part, l'activité organisée de cette espèce, donc l'activité de prédation par exemple, hein, qui va être évidemment essentielle, et puis l'environnement de cette espèce. Donc toujours voir les interactions qui existent donc, entre ces individus, y compris donc, entre eux bien sûr, ces individus et leur milieu, et puis la forme d'activité bien sûr qui est essentielle. Donc si on se pose la question que je posais en introduction, dans le cas de l'espèce humaine, il faut se poser la question des effectifs de l'espèce humaine, donc je vais beaucoup évoquer la démographie au cours de ma présentation, et puis évidemment la façon d'habiter, parce que l'espèce humaine par rapport à d'autres, évidemment depuis plusieurs millénaires, inventé des façons de vivre avec son environnement qui lui donnent une marge de manœuvre très différente de celle des espèces animales plus simples. Mais je vais quand même partir des espèces animales plus simples pour ensuite poser les bases donc, de la réflexion qu'on peut avoir sur l'humanité, avec donc deux espèces animales hein, qui avaient été étudiées dans les années 20 notamment, dans la baie d'Hudson. Donc l'avantage des climats froids, c'est qu'ils sont beaucoup moins divers que les climats tropicaux par exemple, donc on a un nombre d'espèces très réduit. En l'occurrence, les deux espèces qui avaient été étudiées sur la base de recensement qui avait été fait par la compagnie de la baie d'Hudson, qui est une grande compagnie commerciale qui avait donc qui était dans le commerce des fourrures notamment, donc il y avait des données importantes sur les effectifs animaux dans la région. Donc les effectifs en question qui ont été étudiés, c'est les effectifs des lynx et des lièvres des neiges. Donc, deux espèces en interaction forte. En gros, l'un n'a pour principale proie que le lynx a comme principale proie le lièvre, et le lièvre lui-même n'a comme prédateur dans cette zone à peu près que le lynx. Donc on peut facilement réduire en fait leurs interactions on peut les étudier uniquement en regardant leurs interactions. Donc ça a été mathématisé, hein, c'est ce qu'on voit en dessous. Alors c'est juste pour illustration, il ne s'agit pas d'aller décomposer les fonctions qui sont là-dedans, hein, des équations différentielles qui permettent de voir comment les effectifs des prédateurs vont varier en fonction des effectifs de la proie et vice-versa. Puisque le lynx va avoir une fécondité qui va s'adapter en fonction de la nourriture disponible. Il va pouvoir donc réguler sa natalité. S'il y a de plus en plus de lièvres, il va y avoir de plus en plus de lynx qui vont manger de plus en plus de lièvres d'un moment, qui vont donc réduire en population, et les lynx eux-mêmes vont se retrouver avec à chaque fois un petit décalage, obligé de s'adapter. Sachant bien sûr, et ça va être important pour tout le monde, y compris les humains bien sûr, c'est qu'il y a une limite, il y a un plafond. En l'occurrence, le lièvre, ce qui limite ses effectifs, c'est pas seulement la prédation par le lynx, c'est sa propre nourriture. Lui-même doit manger des végétaux qui sont limités par les capacités de la photosynthèse pour pouvoir créer les sucres, la cellulose en l'occurrence, en captant l'énergie solaire. Et ça, sur une surface donnée, avec des conditions de latitude données, on a une limite qu'on ne peut pas dépasser.
Et donc on verra de quelle manière l'homme peut ou pas, et dans quelle mesure, dépasser ses limites. Mais voilà, on a un modèle qui a été mathématisé donc, dans les années 20 par Lotka-Volterra, c'est un peu l'équation classique de l'écologie mise en équation si on veut. Mais sur ce principe-là d'équation différentielle, on peut ensuite broder des choses beaucoup plus compliquées. C'est notamment ce qu'avait fait un rapport qui avait été un petit peu popularisé il y a quelques années, en 2014. En gros, si vous avez vu quelques titres du genre « La NASA annonce la fin imminente de la civilisation », c'était un titre évidemment très caricatural, mais enfin qui se basait quand même sur un rapport réel, que la NASA avait commandé, qui était sur un modèle qui était adapté de ce modèle proie prédateur, qui était le modèle comment il s'appelait, Human Human and Nature Dynamics. C'était le modèle proie-prédateur, en fait, le prédateur étant l'espèce humaine, la proie étant l'environnement pris globalement, avec plusieurs scénarios en fonction du degré d'inégalité qu'on acceptait. C'était un peu ça leur schéma, et donc voilà, le résultat c'était, parce que la NASA avait cofinancé le rapport, la NASA annonce la fin de la civilisation pour les années à venir. Donc voilà un peu le principe qu'on va retenir par la suite, en voyant ce qui va le complexifier dans le cas de l'espèce humaine. Mais en gros, on peut mathématiser dans une certaine mesure l'effectif d'une espèce donnée en fonction de son rapport à son environnement et puis des limites physiques de cet environnement. Alors maintenant, passons à l'espèce humaine qui va nous intéresser jusqu'au bout, avec donc la population humaine. Alors là, sur la longue durée, mais je vais découper ça en tranches. Je vais d'abord regarder la période ancienne, ensuite je vais passer sur toute la période historique pour me concentrer sur la fin de la courbe qui est la plus proche de nous et qui est rien que sur ce graphique qui apparaît déjà comme particulier. Sachant qu'il n'y a que la partie de gauche qui peut être étalée, puisque là il n'y a pas d'échelle respectée, mais pour le reste, on est bien on a bien respecté en abscisse 1000 ans, il n'y a pas un artifice de construction, comme parfois sur certaines courbes où on va trouver une accélération un peu artificielle. Là, on a bien une courbe exponentielle qui va poser un certain nombre de problèmes. Donc là, je vais juste pour l'instant poser quelques bases sur la période de Holocene Age, c'est-à-dire le paléolithique. Donc, pour poser un petit peu les conditions, puisque dans le paléolithique, l'avantage c'est que l'homme, il se comporte à peu près comme là, notre lynx ou notre lièvre, donc c'est une espèce qui a un rapport qui n'est pas encore technologique ou très peu à son environnement, puisqu'on a des chasseurs-cueilleurs nomades. Et donc, alors si je prends juste quelques repères pour bien voir en fait les deux révolutions qu'il y a eu en fait dans l'histoire de l'humanité, si on regarde ça comme ça, il y a le néolithique d'un côté, et puis il y a l'époque industrielle de l'autre. Une fois qu'on a ces deux repères-là, il n'y en a plus vraiment de rupture aussi importante qu'on pourrait observer. Donc, avant le néolithique, donc on est au paléolithique, on est dans la période même des différentes glaciations. Prenons comme repère en 40 000 avant Jésus-Christ, enfin 40 000 avant le présent, c'est-à-dire l'époque où Cro-Magnon commence à s'installer en Europe, où il va progressivement faire disparaître l'homme de Néandertal. Donc on est dans une période une période glaciaire, mais pas encore le maximum, qui va venir quelques millénaires plus tard. À ce moment-là, les paléodémographes estiment que l'espèce humaine, sur la totalité de la planète, sachant que la colonisation du continent américain commence à peine, c'est environ 1,5 million d'hommes sur la totalité de la planète. Alors c'est des ordres de grandeur, évidemment, c'est des évaluations qui sont un peu compliquées, mais en gros, c'est pas 10 fois moins, c'est pas 10 fois plus. De la même façon que quelques autres chiffres que je citerai pour des périodes où on n'a pas de recensement. Donc 1,5 million d'hommes sur la planète. Donc le modèle du chasseur-cueilleur, donc là on a un peu comme le lapin qui va chercher son herbe, un espace vital qui est déterminé. En gros, pour un homme, il faut entre 10 et 25 km² de surface, sachant que les hommes se déplacent, sont constitués de tribus relativement réduites, quelques dizaines, grand maximum quelques centaines d'hommes, et on a de cette manière-là une espèce humaine qui va coloniser petit à petit des territoires, puisque chaque groupe humain a besoin de ce vaste territoire sur lequel il va pouvoir prélever ses ressources, et on va avoir une démographie qui va monter très lentement. Donc bon, là je passe un petit peu, mais les paléodémographes essayent de voir à peu près, d'évaluer, pas forcément pour les chiffrer, mais la natalité et la mortalité. La mortalité qui n'est pas forcément si faible que ça, mais une natalité qui, elle, est assez réduite, parce que notamment on a des problèmes
continuité alimentaire, donc les femmes ont des périodes de stérilité assez importantes. Enfin voilà, il y a différentes choses qui sont intéressantes dans la paléodémographie. Et donc au paléolithique, on a une légère croissance démographique. Et cette croissance démographique, elle est absorbée tout simplement par une colonisation progressive de l'espace planétaire, puisque ces groupes humains sont encore très éparpillés. Et donc pendant les années suivantes, on va avoir donc ces groupes qui vont se déplacer petit à petit, puisque leur mode de vie de toute façon le permet, c'est des chasseurs-cueilleurs nomades, donc ils vont s'adapter. Ils vont pouvoir soit avoir des sous-groupes qui se détachent, un peu comme le fonctionnement des meutes, ou alors un déplacement du groupe lui-même quand les conditions changent. Puisque pendant cette période, on a la dernière grande glaciation, Würm 4. Alors, ça permet aussi de faire un parallèle avec le changement climatique qui est contemporain. La dernière glaciation, donc en gros, le maximum, c'est il y a 20 000 ans. Ensuite, donc, on retombe dans des conditions climatiques qui ressemblent à celles d'aujourd'hui. La différence entre cette époque et en gros 5 000 ans plus tard, ou 5 à 5,5 ans plus tard, c'est 4 à 5 degrés de différence. Donc il faisait 4 à 5 degrés plus froid à cette époque, et ça vous donne 3 km d'épaisseur de glace sur la Scandinavie, la mer Baltique et l'Écosse, plus le Canada. Évidemment, toute cette glace, ça veut dire aussi de l'eau en moins dans les océans, donc un peu plus de 120 mètres de moins dans les océans, donc la Manche et la mer du Nord, vous traversez à pied, etc. Parce que c'est des choses qui sont bien connues. Hein. On sait qu'à l'époque, donc du dernier maximum glaciaire, donc il y a 20 000 ans, on a des traces humaines du côté de la mer du Nord, etc. Puis la Scandinavie, elle a son dernier bloc de glace donc, à cette époque-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle continue à remonter d'un centimètre par an, parce que les 3 km de glace l'avaient enfoncé sous le poids. Donc, voilà pour situer, il y a 20 000 ans environ, les conditions et leurs variations. Pour l'espèce humaine à cette époque-là, c'est pas trop un problème, puisque les effectifs, c'est donc encore... donc il y a 40 000 ans, un demi-million d'hommes, ça va progresser lentement. Il y a de l'espace à coloniser, on peut bouger assez facilement, les modes de vie qui sont encore nomades le permettent, et puis de toute façon, évidemment, il peut y avoir des dégâts au passage. On n'a pas de statistiques là-dessus, mais celui qui ne voulait pas suivre le chef du groupe, soit il ne suivait pas, soit on le forçait. Il y avait évidemment une société qui était particulièrement adaptée à ce type de réaction par rapport à son environnement. Alors, voilà, l'espèce humaine telle qu'elle était, entre guillemets, naturellement. Première rupture importante, donc c'est le néolithique. Hein, donc il y a, en gros, déjà sorti de l'ère glaciaire, il y a environ 12 000 ans. Début donc de ce qu'on appelle l'Holocène, une relative stabilité climatique. C'est-à-dire que depuis, il y a des variations qui sont à peu près dans plus ou moins 1 degré, mais on n'était plus dans on n'a plus connu depuis donc, des variations aussi importantes que celles de cette fameuse glaciation. Et dans toute cette période, donc, où l'espèce humaine, tant bien que mal, survit à ces conditions climatiques particulières, l'espèce humaine est passée d'1 demi-million à environ 5 millions. Il y a 12 000 ans, quand, par exemple, on ne peut plus passer de l'est de la Sibérie à l'Alaska parce que le pont terrestre a disparu, à ce moment-là, il y a à peu près 5 millions d'humains sur la planète. Donc ce qui se produit ensuite, c'est la révolution néolithique. Hein, l'homme va pouvoir, dans ces conditions climatiques stabilisées, développer la domestication des espèces animales et végétales, inventer l'élevage et l'agriculture, ce qui va permettre une première explosion démographique. Alors, une explosion qui ne se voit pas tellement sur cette courbe-là, qui est un peu lisse, mais malgré tout, il y a une certaine accélération, alors qui a pu s'expliquer par ce qu'on appelle la transition démographique néolithique, mais ça je vais peut-être un peu passer, bon ça c'est la transition démographique moderne. Juste très rapidement, parce que là du coup ça m'oblige à faire un pont, ce qui se passe en gros en Europe au XIXe siècle, ce qui se passe dans un certain nombre de pays du Sud au XXe siècle, et qui explique donc l'explosion démographique de l'époque contemporaine, ce qu'on appelle classiquement la transition démographique, où on passe d'un état qui est l'état traditionnel, vous avez une mortalité importante, une espérance de vie assez faible, une certaine vulnérabilité par rapport à différents aléas, et en même temps une forte natalité qui compense. Hein, on fait beaucoup d'enfants, mais de toute façon il y en a beaucoup qui vont mourir au passage, et ça donne deux courbes qui sont à peu près rapprochées, même si elles sont instables, et une croissance de la population qui apparaît donc en vert, qui est relativement faible. Et donc la population totale qui apparaît ici en noir, elle augmente très lentement. Donc ça c'est la situation traditionnelle au Moyen-Âge, à l'époque moderne, et donc avant
avant cette transition démographique qui se produit à partir du 19e. La transition démographique elle-même, c'est donc une baisse de la mortalité pour différentes raisons, et une natalité qui va baisser elle, seulement avec un temps de décalage. En gros, on commence déjà à voir les conditions de vie s'améliorer, et petit à petit, on arrête de faire trop d'enfants, sachant qu'il y a un taux de survie qui augmente, en schématisant un petit peu. Et cette période donc, de décalage, ce qu'on appelle donc, la transition démographique elle-même, vous donne évidemment un différentiel important et une croissance démographique donc inhabituelle, qui produit une accélération de la courbe. Avant, ensuite, du moins ce qui s'est produit en Europe, ce qui s'est produit dans un certain nombre de pays d'Asie, et ce que les démographes attendent éventuellement pour l'Afrique, c'est un alignement des deux courbes, donc la natalité qui s'aligne sur une mortalité désormais basse, pour donner une certaine stabilisation de la population. Donc ça, c'est l'époque actuelle. En gros, le néolithique, il s'est produit la même chose, mais en miroir. Donc voilà. C'est-à-dire qu'on avait au départ une mortalité plutôt faible et une natalité plutôt faible. Donc mortalité plutôt faible parce que finalement, les chasseurs-cueilleurs, ce que Marshall Saline avait montré, avaient une certaine abondance. Pas trop de problèmes d'alimentation, pas trop de violence dans leur société. Enfin, pas trop. Les courbes là sont très théoriques, hein. C'est pas non plus, c'est pas aussi bas qu'actuellement, mais simplement c'était relativement bas. Là, c'est juste pour avoir un effet miroir. La natalité, elle était relativement faible parce que notamment on avait un allaitement prolongé. Enfin, on suppose qu'il y avait un allaitement prolongé, qu'il y avait des périodes de stérilité féminine liées au fait que l'alimentation, certes, elle était relativement abondante, mais relativement irrégulière aussi. Et donc on avait deux courbes qui étaient plutôt basses et qui en tout cas étaient proches, donc avec un taux d'accroissement relativement limité, donc dans cette période où on allait simplement pouvoir coloniser petit à petit de nouveaux espaces. Ce qui se passe au néolithique, c'est donc les populations se sédentarisent et on va avoir donc une augmentation de la natalité, d'abord parce qu'on va plus forcément avoir l'allaitement prolongé et les périodes de stérilité, on va avoir une alimentation qui devient de plus en plus régulière et donc là aussi des périodes de stérilité chez les femmes qui vont s'espacer, mais avec un petit décalage, on va avoir la naissance enfin, pas la naissance, on va avoir l'augmentation de certains facteurs de mortalité, qui sont en fait des facteurs de mortalité qu'on va retrouver plus tard, et qui vont être les trois grands facteurs classiques. C'est les famines, malgré tout, puisque l'agriculture n'est pas miraculeuse. Il va y avoir certes des stocks, mais il peut aussi y avoir des mauvaises récoltes. Donc le néolithique, c'est pas non plus un miracle du point de vue tout de suite d'une productivité agricole qui serait fantastique. C'est des épidémies, puisqu'on a une concentration humaine qui devient de plus en plus importante. On a les premières agglomérations qui naissent. On a aussi le problème de la gestion des déchets, et notamment des déjections plus exactement. Avec les premiers troupeaux, on va aussi avoir des nids de bactéries qui vont apparaître. Donc on a des épidémies qui se développent à ce moment-là. Et puis on a aussi, avec la naissance de ces sociétés sédentaires et qui exploitent un territoire, la naissance des guerres d'une certaine manière, ou en tout cas une forme de guerre très différente des affrontements qui pouvaient exister à l'époque paléolithique. Et donc une mortalité qui augmente, enfin, très schématiquement, hein, c'est ce que Jean-Pierre Bouquet appelle donc la transition démographique néolithique. On va avoir donc une mortalité et une natalité qui vont augmenter, qui vont atteindre un niveau qu'on va retrouver jusqu'à la révolution industrielle. Mais donc une augmentation au fur et à mesure donc, que le néolithique que la sédentarisation et que le développement de l'agriculture et de l'élevage se produisent. On a donc un nouveau modèle démographique qui apparaît dans l'histoire humaine et qui nous donne donc une accélération qui malgré tout n'est pas très sensible. On reste quand même sur des courbes assez lentes. Donc là, je vous passe toute cette période, juste quelques ordres de grandeur qu'on peut retenir. Hein. En 6000 avant Jésus-Christ, on estime qu'on était environ 7 millions d'hommes. 3000 avant Jésus-Christ, 14 millions, donc 3000 ans pour doubler. On passe à 27 millions, donc à nouveau on double en 2000 avant Jésus-Christ, donc cette fois-ci il faut 1000 ans pour doubler. Donc on voit quand même que malgré tout il y a un rythme qui est intéressant. Environ 250 millions à l'époque du Christ, et puis on arrive donc à la fin du Moyen-Âge à 500 millions, et au premier million vers 1800. Alors 1800, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est le moment où ça change, et puis c'est aussi le moment où apparaît une réflexion majeure qui est celle de Malthus, un pasteur anglais, donc un contemporain de la Révolution française, qui va écrire un essai sur le principe de population, sous deux formes, une enquête sur la façon dont la population peut être appréhendée de façon plus ou moins mathématique
à travers différents exemples qu'il prend ici et là. Et il va tirer de ces différentes observations et de sa réflexion une théorie dont je vous pose les bases. Déjà, il pose deux postulats sur lesquels on peut s'accorder. Premier postulat, l'espèce humaine a besoin de se nourrir. Deuxième postulat, il y a ce qu'il appelle la passion entre les sexes qui va pousser les humains à chercher à se reproduire d'une façon ou d'une autre. Donc voilà les deux postulats qu'il pose. Si on enlève l'un ou l'autre, on transcende complètement la base même de la nature humaine et donc la réflexion est beaucoup moins intéressante. Et à partir de ce postulat, il va observer deux courbes en fait. Donc, une courbe qui concerne l'augmentation de la population, en disant en gros la population, vu c'est ce qu'il appelle donc la passion entre les sexes, va nous donner un taux de reproduction, enfin plutôt un indice de fécondité qui va être à peu près constant, ou un taux de natalité qui va être à peu près constant, en fonction de la physiologie des femmes, le temps d'enfants possible, etc. Et il retient, mais on peut varier le chiffre sans que ça change rien au fond du raisonnement, en gros 2% d'augmentation de la population par an, comme croissance naturelle, avec donc une courbe qui a cette particularité, qui est une courbe qu'on appelle une augmentation géométrique ou une courbe exponentielle, puisque ces 2% ils sont cumulatifs. Alors on a un peu comme un capital à intérêt composé, les naissances viennent s'ajouter, avec un décalage bien sûr, au groupe des reproducteurs. Donc si vous avez au départ 100 personnes et que vous avez 2% d'augmentation, ensuite vous avez 102 reproducteurs, etc. Et donc au départ ça ne se voit pas trop, mais au bout d'un moment cette courbe elle augmente. Donc c'est ce qu'on appelle une courbe exponentielle. Enfin, c'est une progression géométrique, mais les deux sont équivalentes. Donc il a cette courbe, il dit naturellement, voilà, le rythme de croissance de l'humanité suit une progression géométrique et une exponentielle. Alors ensuite, que ce soit 2%, peu importe, que ce soit 1% ou 4%, le profil de la courbe, en gros, sera le même. Le problème, à un moment ou à un autre, sera le même. Et de l'autre, vous avez la courbe des ressources. Donc, je considère que les ressources peuvent augmenter, et il peut y avoir des progrès, ne serait-ce que à cette époque-là, tout n'est pas encore, même si on a largement colonisé la planète, il y a encore des défrichements qui sont possibles ici ou là. Il y a des progrès dans l'agronomie qui sont possibles. Malthus, malgré son pessimisme, d'une certaine manière, il est quand même marqué par les Lumières, donc il considère que les ressources peuvent augmenter, mais à un rythme qui, lui, suit une progression arithmétique, linéaire. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un effet cumulatif. C'est pas parce qu'on a déjà défriché que le prochain défrichement va être encore plus efficace. Ce sera même plutôt l'inverse dans certains cas. On va d'abord aller s'intéresser aux ressources les plus faciles à exploiter et ensuite on va un peu gratter les fonds de tiroir. Donc globalement, le rythme des ressources, s'il progresse, il progresse à un rythme qui ne va pas s'accélérer. Évidemment, d'après le postulat qui dit que l'humanité a besoin de se nourrir, il y a un moment où, même si les deux courbes-là n'ont pas la même unité, donc c'est des courbes qui sont purement là pour visualiser, il y a un moment où il n'y a pas assez de ressources pour permettre la continuation de l'augmentation exponentielle de la population humaine. Comment se fait la régulation? Ce n'est pas miraculeusement les ressources qui augmentent, c'est la population qui va s'aligner à la baisse par la surmortalité, donc par ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire les épidémies, les maladies et les famines et les guerres. Donc ce que Malthus appelle les malheurs, en fait, les miseries, qui vont s'abattre sur l'humanité, sauf si, bien sûr, l'humanité prend les devants et prend des mesures, non pas destructives, mais préventives, qui sont une régulation de la natalité. Sous différentes formes, Malthus lui-même est très moraliste, et donc ça va être reculer l'âge du mariage et puis la continence sexuelle, mais ensuite vous avez les néo-malthusiens qui, eux, vont faire sauter ces obstacles et qui vont y ajouter la contraception, l'avortement, etc. Mais on est dans le même genre de solutions préventives pour éviter donc, que ce soit une surmortalité qui vienne réaligner la courbe de la population sur la courbe des ressources. Donc voilà, Malthus, son diagnostic en 1800, sur le papier, ça semble intéressant, c'est difficile de le contredire, sur le principe en tout cas, mais évidemment, j'ai bien placé Malthus en 1800, sur ma courbe démographique de tout à l'heure, on a vite fait de dire, mais Malthus, il nous dit qu'il va y avoir un plafonnement, or précisément, il écrit au moment où va commencer une vraie exponentielle de l'augmentation de la population humaine. Donc il nous dit, non, c'est plafonné parce qu'on a tous ces mécanismes que du coup on appelle malthusiens,
Et finalement, bah non, il semblerait bien que l'humanité ait réussi à progresser selon ce rythme géométrique exponentiel, donc les ressources ont suivi. Si on laisse de côté la période précédente, on voit bien ça. Donc, au XIXe siècle, ça reste encore relativement timide, mais malgré tout, on double la population en un peu plus d'un siècle, on passe du premier milliard à 2 milliards. Donc en 1927, 1930, on a parfois des dates qui divergent. Et puis après, au XXe siècle, là, l'accélération, elle apparaît plus nettement, sachant qu'à partir du milieu des années 70, on n'est plus vraiment sur une exponentielle, enfin, on n'est plus sur une exponentielle, le rythme se ralentit, mais malgré tout, la courbe continue bien sûr à augmenter. Donc là, je laisse de côté les projections pour plus tard. Ce qui est intéressant surtout, c'est de voir que l'humanité, donc à l'époque contemporaine, industrielle en l'occurrence, a réussi à faire suivre en fait l'augmentation des ressources par rapport à sa propre augmentation démographique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment physiquement ça a été possible, puisqu'a priori, le raisonnement de Malthus se tient. Et puis il y a quand même des bases physiques à la croissance. Comme tout à l'heure, hein, mon lynx et mon lièvre, vous avez bien un problème, c'était la quantité d'herbe disponible pour le lièvre qui pouvait difficilement dépasser. Et donc là, c'est la même chose, puisque nos ressources, c'est quoi? C'est notre alimentation. Notre alimentation, c'est quoi? In fine, qu'on soit végétarien ou pas, c'est de la photosynthèse. Donc c'est des plantes qui ont poussé, qui ont récupéré l'énergie solaire et qui l'ont fixée sous forme chimique, sous forme d'hydrate de carbone, enfin de glucides, notamment. Et ensuite, on a récupéré cette énergie en la mangeant, ou alors c'est passé par des animaux qui ont goûté l'herbe à notre place. Donc voilà, globalement, on est bloqué par ça. Sachant que les plantes, elles ont aussi un autre composant biochimique dans leur croissance, qu'on découvre justement au XIXe siècle, et qui va être déterminant pour la suite de la croissance, c'est l'azote. Alors, je ne rentre pas dans le détail du schéma, sinon je risquerais d'entrer dans mon domaine d'incompétence, mais bon, l'azote, au départ, d'où son nom d'ailleurs, donné par Lavoisier, considère que ça n'entre pas en jeu dans les mécanismes de la vie. Or, ce dont on s'aperçoit au XIXe siècle, notamment le baron Liebig, qui est l'inventeur du concentré de viande, lui découvre que l'azote joue un rôle important dans la biologie, dans les protéines, donc les acides aminés, là il y a de l'azote, contrairement aux glucides et aux lipides. Or, ce qui va permettre à une plante de grandir, c'est aussi de pouvoir faire ces protéines, donc elle va être limitée par la quantité d'azote qu'elle va pouvoir fixer. Le problème, c'est que l'azote, il y en a plein dans l'atmosphère, peut-être 78% de l'air, c'est du diazote, mais ce diazote, il ne peut pas être fixé directement par les plantes, ou seulement par certaines d'entre elles, mais en fait, plutôt par la symbiose avec les bactéries, donc elles doivent le prendre dans le sol. Donc, empiriquement, on avait déjà réussi à redonner de l'azote dans le sol, notamment au XVIIIe siècle, les physiocrates avaient développé des progrès agronomiques permettant des associations de plantes, associations plantes-élevage, etc., pour justement redonner de l'azote dans le sol. Enfin, à l'époque, on ne savait pas que c'était de l'azote, mais le principe du fumier, en fait, c'était ça. Donc, on avait déjà une certaine amélioration possible des rendements, simplement en remettant en place un certain nombre de cycles naturels, en faisant en sorte que les déchets deviennent des ressources. Mais ces limites-là, finalement, elles sont quand même vite atteintes. Là, on a juste un recyclage assez limité, c'est mieux que rien, mais malgré tout, la croissance des plantes est relativement plafonnée. Alors, ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il va y avoir plusieurs progrès de suite. Dans un premier temps, l'homme va trouver en fait une sorte de coopération avec un partenaire involontaire, enfin il y était pour rien, même s'il n'a pas été perdant dans l'affaire, c'est le cormoran, cormoran du Bougainville en l'occurrence, qui est un producteur d'azote sous une forme particulière qui est le guano. Et le guano, il y en a dans un certain nombre d'îles, notamment dans le Pacifique, qui vont devenir de vrais gisements, on n'appelle pas ça l'or noir ni l'or blanc, mais on pourrait très bien avoir ce genre de métaphore, puisqu'il y a des quantités de guano très importantes, donc, qui permettent donc, de récupérer de l'ammoniac, donc de l'azote sous une forme qui est assimilable par les plantes, enfin qui est récupérable en tout cas par l'industrie chimique, qui va pouvoir en faire ensuite des plantes, ou des explosifs, parce que il va y avoir une autre filière qui va se développer et qui va bien sûr s'ajouter à la filière agricole pour alimenter la cupidité vis-à-vis de cette ressource. Donc là, c'est les îles Chincha au large du Pérou. Alors, ça paraît anecdotique, mais vous avez, comme on connaît les guerres du pétrole par exemple, vous avez des guerres du guano qui se déroulent dans les années 1860-1870 entre l'Espagne d'un côté et puis le Pérou
et le Chili d'autre part, hein, qui se disputent la propriété de ces îles à guano. Vous avez aussi, dans les années 1850, le Congrès américain qui vote le Guano Islands Act, qui permet à n'importe quel citoyen américain de s'approprier une île qui ne serait pas déjà sous une certaine souveraineté, dès lors qu'il y a du guano, et donc c'est une ressource essentielle qui va en particulier nous permettre de doper les rendements agricoles sous forme d'engrais. Parallèlement, il y a d'autres ressources qui se développent. Le salpêtre du Chili, par exemple, là aussi, ça va alimenter des guerres, hein, cette fois-ci entre Chili, le Pérou et Bolivie. On découvre aussi que ça peut être une source minérale, en l'occurrence, enfin minière même, d'azote. Et donc tout ça va servir, en plus de l'industrie qui naît des explosifs, va nourrir donc une industrie des engrais, avec un problème bien sûr, c'est qu'il s'agisse de guano, parce qu'évidemment c'est du guano accumulé, c'est pas la production annuelle hein, des cormorans, aussi volontaire soit-il, aussi motivé soit-il, c'est l'accumulation de ce guano au cours des âges précédents. Le salpêtre du Chili, même chose, hein, c'est une ressource qui ne se renouvelle pas à un rythme équivalent à celui de son prélèvement. On va aussi trouver comme source d'ammoniac la distillation du coke, donc quand on distille le coke à partir du charbon, parmi les sous-produits on va aussi avoir l'ammoniac, mais à chaque fois on est sur des ressources qui sont relativement limitées et qui vont les unes après les autres se compenser. Jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on a un événement qu'on considère parfois comme un des événements les plus importants finalement de l'histoire de l'humanité au XXe siècle, c'est la mise au point du procédé Haber-Bosch. Donc Fritz Haber, chimiste, qui va mettre au point ce procédé, et puis Karl Bosch, qui est l'industriel qui va permettre de le faire passer à une autre échelle. Donc on est juste avant la Première Guerre mondiale. Et alors là aussi, hein, c'est pour illustrer, je ne vais pas rentrer dans le détail et dans le domaine d'incompétence. Le procédé Haber-Bosch permet de faire de l'ammoniac, et donc une forme d'azote qui va être ensuite assimilable, enfin qui va pouvoir rentrer dans les engrais azotés et qui va pouvoir être assimilable par les plantes, à partir de cet azote qui est abondant, qui est dans l'atmosphère, qui est le diazote. La seule chose qu'il faut retenir de ce processus, c'est que vous avez l'azote de l'air qui va être utilisé, donc on va en bleu, et puis vous avez du méthane d'une part, donc gaz naturel, sous-produit qu'on commence à peine à utiliser à ce moment-là de l'exploitation pétrolière. Enfin, il y a d'autres sources de méthane, mais là c'est celui-là qui va être concerné principalement. Et puis à plusieurs reprises dans le processus industriel mis au point par Bosch à partir de la réaction de Haber, vous avez besoin d'énergie. Vous chauffez notamment, vous augmentez la pression, etc. Enfin, vous avez besoin d'un apport d'énergie. Donc le procédé Haber-Bosch va permettre de produire beaucoup plus d'ammoniac désormais, mais avec une consommation d'énergie et notamment de gaz qui va être importante. Alors l'augmentation, voilà pour moi c'est l'augmentation après la Seconde Guerre mondiale, hein, puisque l'augmentation est déjà importante pendant la Première Guerre mondiale en Allemagne. L'Allemagne on va passer de 30 tonnes en 1913 à 160 000 tonnes en 1918, notamment pour l'industrie de guerre, mais aussi pour l'alimentation de l'Allemagne sous le blocus. Le blocus aurait été beaucoup plus virulent, enfin il a déjà beaucoup été, mais l'Allemagne aurait résisté moins longtemps s'il n'avait pas eu les moyens de doper non seulement son industrie de guerre, mais aussi son agriculture, en passant donc de 30 tonnes d'ammoniac à 160 000 tonnes à la fin de la Première Guerre mondiale. Mais là on est sur après la Deuxième Guerre mondiale, on est sur des échelles complètement différentes. Hein. Le procédé commence à se répandre entre les deux guerres, et surtout donc après 1945. Et vous voyez donc, puisque c'est en milliers de tonnes, aujourd'hui la production, qui était de 30 tonnes au moment où Haber et Bosch s'associent, aujourd'hui donc c'est 130 millions de tonnes par an, donc les 4/5 de cet ammoniac qui est produit va dans l'industrie des engrais. Sachant que ça consomme, bien sûr, hein, comme je viens de le montrer, ça consomme de l'énergie, ça consomme du gaz en particulier, donc c'est environ 3 à 5% du gaz mondial qui est utilisé uniquement pour la production d'ammoniac. Et donc, pour la productivité alimentaire. Donc, en fait, en parlant de synthèse industrielle de l'ammoniac, j'ai parlé d'énergie. Donc, ce qui va avec l'augmentation de la population humaine au 19e et surtout au 20e siècle, c'est une augmentation de la quantité d'énergie à consommer. Alors, je suis un
plus rapide, bien sûr, hein, puisque je vous ai dit c'est 5% du gaz mondial, donc ça fait entre 1 et 2% de l'énergie mondiale. C'est pas non plus la totalité de l'énergie, bien sûr, qui est utilisée pour les engrais azotés, mais c'est un élément vital, et puis c'est un élément qui illustre de toute manière une mobilisation de plus en plus importante des ressources énergétiques pour le mode de vie de l'humanité. Je passe tout de suite à la diapo suivante, où on voit d'ailleurs hein, le lien. Enfin, là aussi c'est une illustration, la démonstration elle serait plus longue, mais elle existe, notamment chez Alain Grandjean, vous voyez là, chez Jean-Marc Jancovici. Enfin, vous avez plusieurs auteurs qui l'expliquent très bien. Vous avez une corrélation entre donc, le GDP, c'est le PIB, et la consommation d'énergie, et puis ici la consommation de pétrole qui est l'énergie principale. Mais, donc vous avez bien cette corrélation entre l'augmentation de l'activité économique humaine, dont l'alimentation, et la consommation énergétique. Bon, j'en reviens juste rapidement là-dessus. On voit une accumulation successive de nouvelles sources d'énergie. Donc au départ, vous avez la biomasse tout en bas. Ensuite, vous avez le charbon. Ensuite, les liquides, c'est-à-dire les différentes formes de pétrole, à chaque fois hein, qui viennent s'ajouter. Le pétrole, en pourcentage, il est moins important aujourd'hui qu'il n'était au XIXe siècle, mais la quantité de charbon extraite et brûlée, elle a bien continué à augmenter. Il y a eu une transition énergétique dans le sens où une nouvelle énergie aurait permis de se passer d'une précédente. Donc on a un effet cumulatif, hein, donc pétrole, puis charbon, puis donc le gaz qui va s'ajouter. Et puis au-dessus, vous avez donc l'hydroélectricité, qui elle apparaît déjà plus tôt, mais qui est assez limitée. L'énergie nucléaire, qui quand elle apparaît, en fait, change assez peu finalement hein, le total. Et puis les nouveaux renouvelables, c'est-à-dire l'éolien et le solaire, donc qui apparaissent tout en haut. On voit quand même là aussi le problème que pose la transition énergétique quand on envisage comme un simple remplacement de tout ce qui n'est pas très bien et qui pollue par le petit truc gris qui est en haut. Éventuellement, bon, on garde la biomasse, mais bon, ça pose quand même des problèmes. L'hydroélectricité qui est en vert, on la garde. Le nucléaire, donc on ne garde ou pas, de toute façon, en ordre de grandeur, on voit que ce n'est pas tellement ça le cœur du sujet. Mais si on veut remplacer le charbon, le pétrole et le gaz par le développement des renouvelables, on risque d'avoir un problème d'ordre de grandeur si on garde comme objectif d'avoir ces 140 gigatep. Là, il n'y a pas l'unité, c'est des millions de tonnes équivalent pétrole. Donc là, aujourd'hui, on est autour de 14 000 millions, 14 milliards de tonnes équivalent pétrole, 14 gigatep. Et on est sur une courbe donc, ascendante, puisque de toute façon, notre système économique est basé là-dessus. Hein. Je remets la courbe que j'avais anticipée, la croissance de l'économie mondiale. Elle suit de façon assez fidèle, finalement, la courbe de la consommation énergétique. Quand on a 4% de croissance économique mondiale, on a aussi 4% de croissance de la consommation énergétique. Quand on a 2%, c'est 2% moins, alors c'est une corrélation. Ensuite, il faut voir dans quel sens marche exactement le lien de cause à effet, mais on a deux choses qui sont pas dissociées. Donc là encore, je renvoie vers d'autres auteurs qui le démontrent. La courbe elle-même n'est pas une preuve, c'est plutôt une illustration. Donc, on a cette courbe, et en gros, on a cette tendance. Alors, on voit qu'il y a des variations, mais environ 2% par an, 2% de croissance, aussi bien de la population, de la consommation énergétique ou du PIB mondial. Alors ce qui m'amène, ce qui va être un des éléments un peu plus tard de ma conclusion, mais à laquelle il faudra bien que je vienne, à faire un détour qui va vous sembler peut-être extravagant, vers un domaine auquel vous ne vous attendez pas forcément, sauf si vous avez déjà lu 2-3 choses qui m'ont moi-même inspiré. C'est en gros pas l'ufologie, mais les questions sur la vie extraterrestre. Alors bon, j'ai mis comme illustration le radiotélescope d'Arecibo, qui est un des symboles du programme SETI, programme de recherche des intelligences artificielles. Et je vais juste vous poser là quelques repères qui sont pas inintéressants, liés notamment à ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, qui avait été défini en 1950 par le physicien Enrico Fermi, le père de la pile atomique, qui s'était demandé en gros comment se fait-il qu'on ne soit pas encore rentré en contact avec une civilisation extraterrestre. Enfin, c'est pas vraiment un paradoxe, c'est plutôt un problème, légèrement on appelle paradoxe de Fermi. Il y a des dizaines de réponses, toutes intéressantes, il y a des tas de gens qui continuent à réfléchir là-dessus, c'est très intéressant, mais je ne vais pas vous faire la cinquantaine de réponses possibles, mais simplement
Dans le cadre de cette réflexion, il y a un astronome soviétique qui s'appelle Kardashev, qui a essayé de fixer différentes échelles de degrés de développement des civilisations, en englobant donc les éventuelles civilisations extraterrestres, en fonction de leur degré de développement énergétique. Donc, les ordres de grandeur, alors on va m'intéresser au type 3, qui est l'échelle de la maîtrise d'une galaxie complète. Le type 1, c'est une civilisation qui a réussi à mobiliser à son service l'ensemble de la puissance dégagée par son étoile. Donc en ordre de grandeur, 10 puissance 16 watts, hein, donc 1 avec 16 zéros derrière en watts, donc en puissance, c'est-à-dire en débit d'énergie. C'est en ordre de grandeur ce que fournit une étoile. Et le type 2, c'est donc vous rajoutez 10 zéros derrière, vous multipliez donc par 10 milliards, c'est mobiliser non pas ce que la planète reçoit, mais ce que l'étoile émet dans son système solaire, donc, y compris ce qui passe à côté de votre planète. Donc, en ordre de grandeur, c'est 10 milliards de fois la quantité. Donc voilà, je pose des ordres de grandeur simplement. La consommation énergétique donc, de l'humanité actuelle, vous voyez tout à l'heure, c'est en gros 14 gigatels. Donc 14 milliards de tonnes équivalent pétrole. Les tonnes équivalent pétrole, on peut les remettre en joules, 42 milliards de joules dans une tonne équivalent pétrole. Ensuite, vous divisez cette énergie consommée annuellement par le temps pour pouvoir réduire ça en secondes et avoir des watts. Et en gros, la puissance, enfin je vais faire l'inverse plutôt, c'est-à-dire que la quantité, la puissance d'énergie que l'humanité consomme avec ces 14 gigatels, c'est en gros 1000, enfin je ne sais plus le chiffre, en gros c'est 1000 fois moins que la quantité d'énergie disponible sur la planète. Le problème, c'est que si vous avez le prolongement de tendance, c'est-à-dire si on continue à rester sur nos 2%, à quel moment on arrive à la totalité de la planète? Théoriquement, au bout de quelques centaines d'années. Ça dépend quel pourcentage exact on prend, mais puis quels sont les chiffres qu'on retient exactement, mais en ordre de grandeur, c'est quelques centaines d'années. Et quelques milliers d'années plus tard, en gros 2500 ans d'après certains calculs, on arrive à donc ce modèle que vous avez en dessous, qu'on appelle la sphère de Dyson, c'est-à-dire un procédé de récupération de la totalité de l'énergie émise par le Soleil. Un truc inventé par un mathématicien anglais dans les années 60, qu'on trouve dans différents scénarios de science-fiction. Vous trouvez des physiciens qui vous expliquent comment théoriquement c'est censé fonctionner. Et a priori, c'est censé être plutôt rassurant, puisqu'on se dit il y a de la marge de manœuvre, puisqu'il y a des gens qui ont réfléchi à des façons d'aller encore au-delà des limites de la planète, sachant qu'on a déjà une certaine marge de manœuvre. On peut prolonger. Dans quelques siècles, à notre rythme, on aura épuisé, enfin, on aura atteint une consommation qui correspond à ce que le Soleil nous envoie comme énergie, et puis on pourra continuer, puisque certains ont réfléchi à cette sphère de Dyson qui nous permet d'aller donc quelques millénaires plus loin, sachant que quelques millénaires, finalement, c'est très court par rapport à les échelles de temps que j'ai évoquées tout à l'heure, mais il y a une possibilité de progression. Alors le problème, c'est que les scénarios ne se dessinent pas tout à fait comme ça. Parfois, on voit des choses plutôt de ce type. Alors là, c'est une courbe qu'a fait Paul Cheforka, qui est donc un collapsologue canadien, qui était plutôt, parce que depuis un an, il est plutôt en train de cultiver son jardin, il a arrêté toute publication. Donc cette courbe-là, elle date d'il y a une dizaine d'années. Et en prenant en synthétisant différentes sources, il arrivait, donc non pas une prolongation de nos courbes de tout à l'heure avec de nouvelles énergies qui à chaque fois viennent s'accumuler aux précédentes, mais un pic global qui aboutit donc ensuite à une réduction très, très rapide. Alors je passe rapidement parce qu'on pourra ensuite redétailler ça, c'est pas la peine que je revienne dessus, c'est que voilà, ça nous donne l'impression que ça peut se prolonger, mais il peut y avoir des scénarios qui les inversent. Alors, autre scénario de prolongation de courbe, puis je reviendrai ensuite pour la conclusion prochaine sur mon histoire de sphère de Dyson, etc. Donc, on a parmi les scénarios, mais les modèles qui permettent donc de prolonger les courbes, un modèle célèbre qui est celui qui a utilisé l'équipe qui a fait ce qu'on appelle le rapport Meadows, ou qu'on appelle parfois plutôt le rapport au Club de Rome,
Donc, en 1972, vous avez le Club de Rome, groupe d'industriels, notamment le patron de Fiat, etc., qui s'interroge sur les conditions sur les perspectives de croissance économique pour les années suivantes. On est à la fin des 30 Glorieuses, on ne sait pas qu'on est à la fin, enfin, on peut quand même se demander combien de temps durera cette croissance économique. Et il commande donc à une équipe du MIT, donc aux États-Unis, un rapport pour vérifier, en fait, pour vérifier, mais pour étudier les perspectives de croissance. Donc c'est une équipe d'informaticiens notamment, de gens qui travaillent sur la dynamique des systèmes, qui sont à l'aise avec toutes ces courbes et toutes ces modélisations, dont Dennis Meadows, qui va être le rapporteur du rapport, et qui vont donc mettre toute une série de paramètres dans leurs ordinateurs. C'est des informaticiens et des programmateurs notamment. Donc des données sur la population, sur la production économique, sur les ressources naturelles non renouvelables, etc. Le climat n'était pas dedans. Il y a ensuite des modélisations qui vont se faire avec le climat. Là, c'est uniquement population, ressources et économie. Et ce qu'ils ont fait, donc ils ont mis ces différents paramètres et ils ont prolongé les courbes. Et ce dont ils sont aperçus, c'est que ça donnait des effondrements. Alors, ensuite, ils ont varié les différents paramètres. Alors, si on prend bien, parce que ça, c'est des actualisations qui ont été faites ensuite. Donc, eux, évidemment, ils ont des données qui datent de 1970. Donc, tout ce qui est à gauche, c'est les données qu'ils ont mis dans leur, comme étant des données factuelles dans leur logiciel. Et ensuite, en pointillé, c'est les prolongations que donnait le lancement du modèle. Et ce qui est en gras, c'est ce qui a été ensuite mesuré vraiment au début du XXIe siècle et qui a pu confirmer une de leurs projections. Parce qu'il y a plusieurs projections suivant les paramètres. Et là, la projection que je vous ai mis ici, c'est ce qu'ils appellent business as usual, c'est-à-dire on continue sur les tendances, sur le même modèle économique et sur la même courbe démographique que ce qu'ils avaient observé. Ils avaient fait des contre-modèles, c'est-à-dire qu'ils se sont dit on va réduire on va faire une transition démographique accélérée avec une réduction importante de la natalité pour freiner l'expansion démographique. Mais s'ils faisaient ça, il y avait quand même, ça retardait, mais il y avait quand même un effondrement. On va augmenter un certain nombre de rendements, d'efficacité des exploitations économiques par rapport aux ressources pour être un peu moins gourmand et avoir les mêmes services. Donc là, ça prolongeait un peu, mais il y a des effondrements. On va limiter le niveau de développement. Il y avait qu'un effondrement, etc. En gros, ce qu'il fallait faire pour que ça se stabilise à peu près, donc ils étaient en 1972, il fallait avant la fin de la décennie, ou enfin en tout cas très rapidement, en tout cas avant le milieu des années 80, réussir à agir sur tous les paramètres à la fois. Donc une certaine sobriété, aller à fond dans le développement de technologies plus efficaces, plus économes, réduire la progression démographique, etc. Et là, on avait une courbe qui se stabilisait, mais dans ce cas-là, il fallait entamer des changements dans la décennie qui suivait le rapport de 1972. Mais il était relativement optimiste, en espérant que ça suive. Quand ils ont fait des actualisations du rapport, notamment l'actualisation qu'ils ont faite pour les 30 ans du rapport, en 2002, là c'était beaucoup moins optimiste, parce que ce qu'ils pouvaient dire, c'est si on nous avait écouté et si on avait agi dans les 10 ans qu'on suivit le rapport, on évitait l'effondrement. Mais là, 30 ans après, on voyait bien que la courbe qui se confirmait, c'est la courbe business as usual, c'est-à-dire on ne change rien. Et là, l'effondrement qu'il prévoyait dans en gros, le deuxième quart du XXIe siècle, donc, dans les années 2030-2040, n'avait pas de raison de ne pas se produire. Leur modèle, a priori, était censé fonctionner. Alors pourquoi un effondrement et pourquoi pas une stabilisation dès qu'on atteint les limites? C'est ça finalement la question. Le terme même d'effondrement, il peut paraître exagéré, brutal. On pourrait se dire si on a vraiment des limites à la croissance, on a un plafond et on atteint ce plafond. Alors, ce qui schématise le mieux la question, c'est ce genre de courbe. Vous avez une capacité de charge de l'environnement, donc là représentée par le trait en noir. Donc en gros, c'est l'herbe disponible pour le lapin, etc. Et puis vous avez donc une consommation. La consommation, tant qu'elle est en dessous de cette capacité de charge, là, il n'y a pas de problème. De toute façon, si vous allez couper du bois, que vous consommez qu'une partie du bois que la forêt produit chaque année, vous ne verrez pas de différence sur la forêt en elle-même. Par contre, si vous allez au-delà de cette capacité, et dans certains cas c'est possible, par exemple, la capacité d'une forêt, ça va être le bois que chaque année produit cette forêt en
fonction des conditions d'ensoleillement, etc. Vous pouvez aller au-delà, c'est-à-dire vous pouvez couper toute la forêt d'un coup, et là vous récupérez effectivement une quantité de bois impressionnante. Sauf que vous allez dégrader les capacités du système, c'est-à-dire que l'année suivante, vous ne pourrez pas avoir, loin de là, la même quantité de bois. En gros, c'est ça le schéma qu'on peut retenir. Donc, on a bien un effondrement dès lors qu'on a dépassé le plafond. Ce que nous disait en gros Meadows et ses acolytes, c'est qu'il y avait moyen, si on freinait la courbe, en l'occurrence rouge, suffisamment tôt, d'atteindre un plafond qui soit avant qu'on ne dépasse l'autre courbe. Et là, il y avait moyen éventuellement de se stabiliser sur ce qu'on pourrait appeler développement durable et avoir donc une courbe qui suit. Mais dès lors qu'on est allé au-delà, on dégrade en fait l'environnement et on dégrade donc, sa capacité à nous fournir à nouveau des services pour le futur. Et quand il va y avoir un ajustement, ben, cette fois-ci, cet ajustement se fera avec des conditions qui ne sont plus les conditions initiales. Ce qui permet également d'illustrer ça, c'est la notion d'empreinte écologique. On mesure, enfin, le WWF notamment, mesure l'empreinte écologique, regarde combien en fait, peut nous fournir de ressources l'environnement. Il y a des tas de problèmes parce que tout ne peut pas être comptabilisé de cette manière-là. Mais en gros, si on regarde la nourriture que produit l'écosystème, l'énergie que produit l'écosystème, que ce soit la biomasse ou que ce soit simplement l'absorption du carbone qu'on a dégagé en allant chercher des ressources qui étaient accumulées pendant les millions d'années précédentes. Donc on peut chiffrer tout ça, donc il y a des choses qu'on ne chiffre pas, c'est quelle place on laisse à la vie sauvage, qu'on ne chiffre pas, l'impact du nucléaire on ne chiffre pas, mais globalement on aboutit à l'idée qu'il faut que la Terre propose une capacité, enfin dans l'autre sens plutôt, que les humains ont à leur disposition chacun 1,68 hectares globaux, donc en ayant tout remis à plat, par personne. Or, la consommation réelle d'énergie, d'alimentation, etc. par l'espèce humaine, c'est pas 1,68, c'est 2,84. On a bien là, et c'est à peu près au milieu des années 80 justement que s'est fait le dépassement. Aujourd'hui, il faut environ 1,6 ou 7 terres par personne. L'humanité consomme l'équivalent de ce que 1,7 terres fournissent chaque année. Donc ça, c'est à peu près au milieu des années 80 qu'on a dépassé. Enfin, avant les années 80, on était à moins d'une terre pour l'humanité. Donc ça confirme, ça va dans le même sens que le rapport Meadows, qui nous disait si on se stabilise à temps, on reste dans les capacités de la planète. Et donc là, depuis le milieu des années 80, on est bien en train de surconsommer. C'est la surpêche, c'est la dégradation des sols, c'est le déséquilibre climatique, etc. Donc là, je passe sur les différents aspects. Alors oui, bon là, je vais peut-être passer, parce que sinon, on pourra revenir là-dessus à une notion de pic. Donc, pic pétrolier, c'était la Norvège. Le pétrole en général, et pourquoi on est... Oui, on est sur un plafond. Ça, je passe aussi. Alors, une notion qui est importante aussi, notamment quand on imagine toujours il y a de nouvelles énergies qui viennent s'accumuler et donc il y a moyen de compenser. Il y a une notion qu'on oublie quand on est un peu dans cette idée de la courbe d'abondance, c'est le taux de retour énergétique, c'est-à-dire, pour aller très vite, si vous extrayez de l'énergie, c'est que vous en avez d'abord dépensé. Donc l'énergie, elle n'est pas disponible gratuitement, il faut faire un effort pour la récupérer, même, et c'est valable pour toute énergie. Si vous chauffez au bois, vous avez dépensé de l'énergie pour récupérer ce bois. Même si vous faites votre bois vous-même, vous avez dépensé plus d'énergie que si vous étiez resté sur votre canapé, hein, si vous avez utilisé votre tronçonneuse, ben là il y a des cendres dedans, mais même si vous faites à la main, vous êtes écolo à 100%, vous avez quand même une surconsommation d'énergie, vous allez manger plus de pain que le soir. Si pour ramener le bois chez vous, vous avez utilisé non pas un tracteur, dans lequel il y a de l'essence, mais un âne, vous allez peut-être lui donner plus d'avoine aussi, donc dans tous les cas, vous avez une énergie qui a été investie et une énergie qui a été récupérée. Là je suis dans des cas avec mon âne et mon écolo musclé, très extrême, mais voilà, sinon c'est le camion qui vous a amené votre bois et c'est les tronçonneuses qui ont fonctionné pour le couper. Donc, vous investissez l'énergie, vous en récupérez. Et les différentes énergies disponibles en fonction des gisements peuvent être associées à un taux de retour sur investissement énergétique. Alors voilà quelques ordres de grandeur. Le pétrole américain dans les années 30, donc à l'époque où les États-Unis étaient encore le premier producteur de pétrole mondial, ils n'avaient pas passé leur pic qui est autour de 1970, c'est 1%. Donc vous investissez une unité énergétique et vous en récupérez 100. Bon, vous brûlez un baril de pétrole et vous en avez 100 qui ressortent de votre puits.
En 1970, donc au moment où ils atteignent leur pic, là vous voyez, hein, on est plutôt autour de 1 pour 30. Donc le taux de retour sur investissement est déjà plus le même, mais 1 pour 30 c'est encore très, très intéressant. Je vous laisse regarder hein, ce qui vous intéresse, mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que les choses qu'on nous présente comme des énergies d'avenir, que ce soit le pétrole non conventionnel, hein, le sable bitumineux, etc., ou les énergies renouvelables comme l'éolien, ou le nucléaire, c'est pas forcément l'idéal non plus, on est sur des taux de retour énergétiques très bas. Tant que c'est au-dessus de 1, ça reste à peu près faisable. Quand on est à 1, ça devient absurde, et quand on est en dessous de 1, ça devient c'est non plus absurde, c'est une perte sèche. Sauf que parfois on ne le sait pas, c'est-à-dire qu'on, notamment dans tout ce qui est prospection, vous devez quand même déjà faire beaucoup d'efforts pour éventuellement trouver le gisement, et quand vous le trouvez, vous allez l'exploiter, sauf que ce que vous allez en récupérer, parfois ça ne compensera pas ce que vous avez dépensé comme énergie pour au final l'exploiter. Donc dans ce cas-là, on est sur un rendement énergétique inférieur à 1, et vous avez des sociétés qui se ruinent, hein, par exemple, les compagnies pétrolières aux États-Unis qui ont investi dans le pétrole de schiste ont réussi à attirer du pétrole, mais pour l'instant, au niveau de la rentabilité économique, ne sont pas encore arrivés à trouver un schéma durable. Et donc, parfois, c'était le cas par exemple de la filière éthanol aux États-Unis, c'était inférieur à 1. Quand on faisait l'éthanol à partir de maïs, finalement, c'était pas rentable. Ça allait quand on fait avec du sucre de canne brésilien, etc. Là, ça va, mais l'éthanol, finalement, c'était à 1 ou un peu en dessous de 1. Et donc, tous ceux qui avaient investi ont repris leur vie. Le problème étant, c'est que quand on approche de 1, vous avez un prix, évidemment, qui va être complètement explosé. Donc là, ce qui a été fait à partir de différentes observations, sans regarder en détail, on ne voit pas trop la différence quand on est à 100 ou à 50 pour 1. Au niveau du prix, ça va encore. Quand on se rapproche de 10 et quand on passe en dessous de 10, c'est là que ça devient effrayant. Et c'est ça aussi qui explique le système de pic, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez exploité vraiment ce qui est rentable, vous avez beaucoup moins intérêt à aller chercher le reste. Quand vous allez cueillir des pommes, vous allez d'abord cueillir les pommes qui sont accessibles directement à la main. Ensuite, vous allez prendre votre escabeau pour aller chercher les pommes qui sont au-dessus. Ensuite, vous allez récupérer les pommes qui sont un peu véreuses et vous allez faire l'effort de couper la partie qui n'est pas véreuse, etc. Et puis au bout d'un moment, maintenant, vous allez laisser pommier parce que les pommes sont beaucoup trop hautes et puis elles sont véreuses. Et vous allez dépenser un effort qui n'est pas intéressant du tout pour aller récupérer les quelques morceaux de pommes peut-être qui seraient intéressantes ailleurs. Donc, s'il y a un autre pommier, vous allez chercher un autre pommier. Ou alors, vous allez vous passer le pomme. Donc, le système de pic que j'ai montré tout à l'heure, il est sur cette logique-là. C'est un principe qu'on vérifie sur toutes les énergies extractives, enfin sur tout ce qui est extractif, c'est-à-dire c'est pas seulement les énergies, sur le cuivre, sur le fer, etc. Vous avez le même système de pic. Il y aura peut-être un pic sur la bière aussi, mais pour d'autres raisons, liées au changement climatique. Mais là, c'est pas parce que les puits de bière sont épuisés, c'est pour des problèmes de rentabilité des céréales, de rendement des céréales. Donc oui, ça c'est juste pour vous remettre cette idée de dépasser la capacité de charge. Et puis je reviens pour finir sur mon histoire là, de paradoxe de Fermi, des extraterrestres qui théoriquement auraient pu se développer et puis qu'on devrait être capable de détecter. D'ailleurs, il y a quelques années, quelques astronomes s'étaient avancés un petit peu vite en disant là on a cru reconnaître ce que devrait être une sphère de Dyson, donc c'est une espèce de méga structure à l'échelle d'un système solaire. Bon, il n'y a pas grand chose qui a confirmé leur première hypothèse, mais c'est aussi pour avoir peut-être des crédits qui sont souvent justifiés à la NASA par la façon de faire un peu du buzz auprès de l'opinion. Mais bon, voilà, il y avait pour l'instant pas de traces d'une civilisation extraterrestre qui se serait développée à une échelle suffisamment. Évidemment, il y a des tas de réponses possibles à le paradoxe de Fermi, c'est pas lui qui m'intéresse plus que ça, c'est plutôt la question d'effondrement. Et précisément, ces deux questions, elles ont été liées entre elles par un physicien français il y a 2-3 ans, qui s'appelle Gabriel Chardin, qui a fait un article, qui est un physicien au CNRS. Il avait fait un article justement sur le paradoxe de Fermi, en proposant une hypothèse, donc il ne veut pas être le premier à la proposer d'ailleurs. Et son hypothèse, c'était que les civilisations, sur le modèle de la civilisation, la civilisation thermo-industrielle occidentale et aujourd'hui humaine en général, existent peut-être ici ou là dans l'univers, et donc étaient engagées,
sont engagés sur cette pente, donc il fait passer du type 1 de Kardashev au type 2, voire au type 3. C'est quelque part une galaxie qui sera entièrement mobilisée, dont l'énergie sera entièrement mobilisée par une civilisation, et ça, théoriquement, on devrait être capable de le repérer. Ça devrait quand même se voir. Et même si c'est qu'un système solaire, avec une sphère de Dyson, a priori, ça donnerait des objets célestes assez inhabituels qui attireraient notre attention. Et donc, pour l'instant, on n'a pas détecté d'autres réponses possibles. Celle que propose Gabriel Chardin, non pas tellement pour résoudre le problème de Fermi, mais plutôt pour nous amener à réfléchir sur notre propre modèle, c'est que si une civilisation était engagée, un peu comme l'humanité, sur ce modèle de croissance exponentielle et d'exploitation énergétique donc toujours plus important, simplement, ils ont peut-être grillé en cours de route, c'est-à-dire qu'en étant sur une trajectoire énergétique avec un rythme aussi important, ces civilisations ont simplement dégradé, ou auraient dégradé leurs conditions la conditionnalité d'habitabilité de leur planète, à un point tel que finalement elles se sont effondrées. Alors, elles sont revenues à un stade inférieur, mais en tout cas, elles n'ont pas réussi à prolonger la courbe de façon naturelle de façon tendancielle plutôt, et de façon surtout indolore. Et donc ce que Gabriel Chardin nous dit, c'est attention, on est peut-être justement sur un modèle qui est celui qui explique pourquoi on ne voit pas de civilisation extraterrestre surdéveloppée, tout simplement parce que la recherche d'une croissance, la recherche d'un surdéveloppement explique elle-même l'effondrement. Et ce qui va m'amener donc à ma vraie conclusion. Dans ce même article, donc, Gabriel Chardin fait un parallèle intéressant entre le poids de l'humanité actuelle par rapport à ce qu'elle a représenté dans son histoire. Alors, le poids démographique de l'humanité actuelle, on prend les chiffres de l'an 2000, pour être réalisé, mais peu importe. En l'an 2000, 6% de l'humanité accumulée au cours de l'histoire était vivante, ce qui est déjà très important. Vous avez une génération, en gros, en l'an 2000, vous avez 6% de la population humaine totale de l'histoire de l'humanité qui était présente. Mais ce n'est pas ce chiffre-là qui est mis en avant, même si en lui-même il est déjà impressionnant. C'est aussi qu'en l'an 2000 vivaient 90% des chercheurs de l'histoire de l'humanité. De la matière grise mobilisée pour la recherche fondamentale. Les chercheurs de la Grèce antique, etc., qui ont contribué à l'avancée de nos connaissances, eux-mêmes représentaient en fait très peu par rapport à leur population. Et en réalité, ce sont donc sur des générations seulement 10% de la matière grise mobilisée dans la recherche, et 90% de cette matière grise, des chercheurs, étaient donc vivants en 2000. Et il estime, au moment où il écrit son article, le chiffre a peut-être déjà baissé, parce qu'on a aussi un effet générationnel, les crédits dans la recherche vont pas toujours en augmentant. Et sa conclusion, c'est un peu, on est sur un moment clé, justement. On est sur un moment où l'effondrement peut se produire, mais en même temps, on a une inventivité qui est très importante. Donc faisons en sorte de l'utiliser correctement, même si, comme tous ceux qui ont pu lire le rapport Meadows, considèrent qu'il est trop tard pour inverser la courbe, mais il n'est pas forcément trop tard pour essayer d'en atténuer les dégâts. Et donc ma vraie conclusion, là aussi, elle sera peut-être un peu inhabituelle, mais bon, elle n'aura pas surpris ceux qui ont déjà lu le dernier numéro d'Éléments, qui est en kiosque aujourd'hui, mais que les abonnés ont déjà reçu, ou dans le dossier sur le catastrophisme, j'ai évoqué justement ce classique de la science-fiction, qui est Fondation, alors que beaucoup connaissent sans doute, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le point de départ de Fondation, c'est un cycle avec des tas de romans, mais c'est le point de départ qui m'intéresse et qui rejoint la collapsologie. C'est le personnage d'Harry Seldon, qui est un mathématicien. Alors, je pose le cas déjà, on est un empire galactique, donc l'humanité a colonisé la totalité de la galaxie. Il y a 25 millions de planètes qui sont habitées, il y a 40 milliards d'habitants qui habitent dans la planète centrale, la planète capitale Trantor. Tout ça est très bien organisé, bureaucratique, une société complète, qui s'est complexifiée depuis le néolithique. On est sur des sociétés de plus en plus complexes, qui paraissent solides, qui sont de plus en plus efficaces dans la gestion de leur environnement, mais qui ont un certain nombre de fragilités. Or, précisément, ce que Harry Seldon, ce mathématicien, réussit à mettre en avant, en mettant en équation en fait un certain nombre de données démographiques, sociologiques, etc. Il fait de la collapsologie d'une certaine manière. J'ai dire avant l'heure, parce que Asimov écrit ça au début des années 50, mais bon, lui, ça se passe bien sûr dans des dizaines de millénaires. Harry Seldon met en équation finalement l'Empire, le fonctionnement de l'Empire, et s'aperçoit contre toute attente que cet Empire qu'on croirait éternel,
avec une tranquillité bureaucratique et une efficacité qui ne fait pas de doute, mais en réalité est fragile et va s'effondrer d'ici quelques centaines d'années. Donc il y a toute une histoire au début de fondation, un procès, etc. On l'accuse aussi de saper les bases de l'Empire, parce qu'il fait des prédictions, et ça peut être une sorte de prophétie autoréalisatrice. En atténuant la confiance qu'on a dans l'Empire, est-ce que c'est pas lui qui va déclencher finalement cet effondrement? Bon, vu les échelles concernées, cet argument peut être évacué. C'est pas le collapsologue, c'est pas celui qui alerte, qui en réalité a l'influence suffisante pour faire que tout le monde panique et que ça craque, mais bon, l'hypothèse est en elle-même intéressante, la prophétie autoréalisatrice. Mais une fois qu'il a posé ce diagnostic, finalement, Harry Seldon ne peut pas inverser les choses, parce que de la même manière que son influence serait incapable de précipiter la chute, il ne se fait pas non plus d'illusion sur le fait qu'être entendu, être cru suffira à inverser l'inertie d'un système qui va vers la fin. Et ce que Harry Seldon se fixe comme objectif, et qui peut être celui, d'une certaine manière, des collapsologues, c'est de faire en sorte que la période de chaos qui va suivre l'effondrement de l'Empire avant une renaissance soit divisée par quelque chose par 30, enfin je ne sais plus les durées qu'il donne exactement, j'ai plus ça en tête, mais il y a un certain nombre de générations qui seront sacrifiées dans le futur, avant que renaisse quelque chose d'à peu près stable à l'échelle de la galaxie. Et si on fait les choses nécessaires, on les réduit. Est-ce que ensuite il y a plusieurs plans, et ça c'est toute la saga, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus ici. Le premier plan, ce qui donne son nom d'ailleurs au roman, hein, c'est une fondation qui est là pour conserver le maximum de connaissances, faire une encyclopédie galactique pour faire en sorte que la connaissance ne se perde pas et que l'humanité puisse ensuite rebondir de façon plus rapide que si elle devait réécrire l'ensemble. Il y a chez les collapsologues à la fois peut-être un degré de connaissance qui fait que on passe à l'impuissance. C'est pour reprendre le titre que j'avais donné, de l'impasse politique à la collapsologie. Un peu de connaissance, d'une certaine manière, sur l'état du monde laisse de la place à l'optimisme et à la volonté politique, mais parfois, quand on va trop loin, quand on creuse trop le sujet, et qu'on s'aperçoit des différentes données qui viennent finalement un peu casser l'optimisme, et puis il y a le pic de pétrole, il y a le réchauffement climatique, il y a l'effondrement de la biodiversité, etc. Parce que là, j'ai parlé des courbes qui se prolongent, mais il y a des choses qui se sont déjà produites, l'effondrement de la biodiversité, il y a des choses qu'on constate déjà, c'est pas comme les projections après 2030, etc. Donc quand on regarde les différents sujets, je ne mets pas la finance, mais les collapsologues s'intéressent aussi à d'autres sujets, avec les sujets strictement environnementaux. Quand on met les sujets bout à bout, finalement, l'effondrement il apparaît comme inéluctable, et on passe à une autre échelle qui est peut-être plus une échelle strictement politique. C'est d'ailleurs le sens de l'article de François Bousquet dans le dernier numéro d'Éléments, où il critique la collapsologie non pas tellement sur ses diagnostics, mais sur justement le fait qu'on bascule dans l'impolitique, voire dans une forme de jouissance de la catastrophe. Une fois qu'on est imprégné de ça, finalement on attend que ça se passe et on va contempler la catastrophe en oubliant qu'on est aussi des acteurs politiques qui devons nous donner les moyens d'agir, même s'il faut être conscient des limites de notre action. Donc voilà, j'ai dépassé l'heure que je m'étais fixée comme plafond, donc voilà, moi-même j'ai dépassé la capacité de charge, mais j'espère pas la capacité de concentration. Voilà juste quelques pistes parmi des tas d'autres. Alors il y a mon placement de produit au milieu, mais en fait, au sens d'écologie politique, mais il n'y a pas tellement trop ce sujet de la collapsologie qui est traité dedans. J'ai pas fait comme Johan qui avait réussi à placer mes deux bouquins, mais le bouquin d'histoire médiévale n'avait pas réussi à mettre. Le numéro d'éléments dans lequel, bon, c'est pas le sujet qui fait la couverture, mais c'est le sujet du dossier sur le catastrophisme. Alors, vous retrouvez des tas de choses, donc François Bousquet qui évoque ce que je viens d'évoquer, des pages sur le club de Rome, etc. Et puis les autres livres, plus de collapsologie, voilà, qui évoquent différents sujets que j'ai pu évoquer ici. Voilà. Bon, maintenant que Fabien a fini de jouer aux oiseaux de mauvais augure, vous pouvez éventuellement poser quelques questions pour avoir un débat. Si quelqu'un arrive à ramener un petit peu d'optimisme, notamment à travers une question, ça serait pas mal. Donc à vous la parole. Dans les nouvelles sources d'énergie, la fusion nucléaire, on en est où là? Parce que ça fait longtemps que c'est une voie... Alors,
il y a plusieurs choses. La fusion, c'est quand même très compliqué, hein, dans le sens où il y a quand même l'idée de confiner la matière en fusion, etc. On sait que ça se produit naturellement, mais ça se produit là où la gravité fait le travail, hein, dans les étoiles. Il n'y a pas de problème pour contenir la matière en question. Le faire à l'échelle, à une autre échelle qu'à celle d'une étoile, techniquement, c'est quand même très compliqué pour les physiciens de trouver le système de confinement. Donc, même si on se dit, c'est l'énergie des étoiles, oui, mais précisément, il y a des tas de problèmes. Mais il n'empêche qu'il y a des investissements qui sont quand même faits dedans. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est complètement inenvisageable, mais un peu comme ce que j'évoquais tout à l'heure avec mes puits qui ne donnent pas forcément grand-chose. C'est pas parce qu'on met des investissements que derrière, on sait que ça va être faisable. Le problème, c'est que même si c'est faisable, si on obtient des résultats au bout du compte, l'échelle, il y a peut-être des physiciens ou simplement des gens qui sont au courant plus en détail, mais personne, même les plus optimistes qui travaillent là-dedans, ne s'attend à un résultat qui donne quelque chose au niveau de la production industrielle avant un demi-siècle. En gros, or, l'échelle du demi-siècle, c'est par rapport au cours de rapport Meadows, etc., on n'a pas l'énergie qui nous permet de continuer comme si de rien n'était, jusqu'à ce qu'éventuellement, dans la deuxième moitié du XXIe siècle, la fusion nous permette d'avoir la solution miracle. Même si techniquement c'est faisable et que ça valait le coup, que ça vaut le coup, etc., dans tous les cas, il va y avoir un problème avant qu'on arrive à mettre en route la centrale fusion. Il y a une seconde question, peut-être? Oui. On assiste aujourd'hui à cette tragédie de... Tu parles un petit peu plus fort, comme ça on a la captation. Cette tragédie de l'homme qui a assassiné Dieu pour s'ériger lui-même en divinité, en ceci qu'on constate aujourd'hui qu'on est au seuil de potentialité de croissance mais qu'on est parallèlement aussi au seuil d'un nouveau saut de technologie que sont par exemple le transhumanisme et les technologies quantiques. Et donc, Fabien, je me demandais si ça ne pourrait pas insinuer qu'il faudrait qu'on renonce à ces projets-là qui sont dans les labos et qui sont dans les centres de recherche et développement. Non, parce que je pense que ce qu'il faut réussir à faire, c'est la distinction entre la science et la technique, en fait. Très, très grossièrement. Parler de se mettre à la place des dieux, etc. Moi, ce que j'ai en tête, c'est l'hymne à Zeus de Cléante, le philosophe stoïcien. On connaît donc un hymne à Zeus dans lequel il adresse une sorte de prière à Zeus. Et parmi ces prières, il y a Zeus, créateur, et toi qui régis le monde par la loi. On peut comprendre par là aussi les lois de la nature, les lois physiques, etc. Sauve l'humanité de la malfaisante ignorance. C'est pas accorde-nous tes bienfaits, etc. C'est pas non plus une volonté d'aller se mettre à la place des dieux, mais c'est une volonté de comprendre le monde et du coup d'entrer en communion avec Dieu, enfin avec Zeus en l'occurrence, en comprenant comment fonctionne le monde. Sauve les hommes de la malfaisante ignorance. C'est ça la prière en fait. C'est pas accorde-nous tes bienfaits, etc. Et donc là on a un rapport à la science chez Cléante, chez les stoïciens de façon plus générale, et puis, on pourrait dire c'est l'esprit grec, même si chez les Grecs il y a quand même des choses très différentes, mais en gros c'est un peu ça. C'est pas la maîtrise pour aller vers l'hubris, pour aller vers la demi-mesure, pour aller vers toujours plus d'exploitation et puis aller se hisser à la place des dieux, ou alors pour les Grecs c'est Prométhée qui récupère le feu du ciel et c'est un mythe négatif, même séduisant mais malgré tout négatif. Prométhée il est puni, etc. Et donc il ne s'agirait pas d'aller réduire les crédits de la science, etc. Au contraire, parce que c'est quand même la science qui nous permet de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est la science qui nous met en garde, etc. C'est peut-être davantage accorder en fait d'importance à la science et être davantage dubitatif sur la technique. Se permettre de faire des choix techniques, etc. En y allant au cas par cas, en ne considérant pas que parce que ça peut se faire, ça doit se faire, en jugeant. Mais si on est dans la malfaisante ignorance, on va à la catastrophe dans tous les cas. Si on ne se donne pas les moyens de réfléchir à ce qu'on fait et ensuite de choisir dans la technique ce qui mérite ou pas d'être mis en œuvre, là c'est encore pire. Voilà, je pense que c'est un peu ça qu'il faut avoir en tête, cette distinction science-technique, même si ça pourrait peut-être être creusé davantage. C'est plus le mode de vie que la technique qui se passe en labo qui influence. Oui, le mode de vie qui est vachement consommateur, mondialisation, la façon dont on utilise ce que la science nous apprend pour accroître notre emprise sur l'environnement. Parce que finalement l'énergie, d'où le titre d'ailleurs du bouquin de Jean Covici, enfin de ce bouquin-là en tout cas, il y en a d'autres qui seraient intéressants, mais si on veut creuser la question de l'énergie et ce que ça représente dans un mode de civilisation, c'est d'en changer le monde
que Jean Covici l'explique le mieux. L'énergie, c'est changer l'environnement, par définition. Donc la technique, c'était dans ce sens-là, c'était notre rapport au monde, en fait. C'est pas le fait de découvrir en soi une application de la science. C'est le fait d'en faire le cœur de notre mode de vie. Une dernière question, peut-être? Pour la question du coup de la décroissance, est-ce que toutes ces théories liées à la décroissance, c'était le modèle d'une société de croissance, est-ce que ça va suffisamment atténuer l'effondrement? Est-ce qu'il y a un rapport du coup entre les collapsologues et le monde de la décroissance? Comment ça discute entre ces deux milieux-là? Oui, la décroissance ou la transition finalement. C'est aussi notamment le modèle des villes en transition, etc. Oui, il y a un rapport. Donc sur les diagnostics de base, en gros, c'est la même chose. C'est le degré d'optimisme et le degré de volonté peut-être aussi qui est différent. En gros, il y aurait le survivalisme aussi, qui est une autre façon d'appréhender le problème. En gros, les survivalistes ils vont dire je suis conscient des choses et je me prépare à l'effondrement et je vais réussir à m'en sortir. Les transitionneurs ou les décroissants, enfin, chez les décroissants, il peut y avoir un mode plus individualiste, mais je pense que c'est plutôt dans l'idée on va réussir à trouver un nouveau modèle, moins consommateur, moins destructeur, etc. Ce que j'appelle ici plutôt les transitionneurs, mais on peut les appeler les décroissants aussi, sont dans l'idée qu'on peut collectivement trouver le mode de vie qui s'adapte. Le problème, enfin qui est aussi peut-être je vais dire que c'est un peu pieux, mais ça aurait été un peu injuste. Ils partent du principe qu'on peut le faire. Ce qu'on peut leur accorder, c'est que si on ne part pas du principe qu'on peut le faire, on ne peut pas le faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Mais eux tombent peut-être parfois dans l'excès inverse en pensant qu'il y a une dynamique collective qui peut s'enclencher à partir de quelques individus qui montrent l'exemple. Alors pourquoi pas, à la limite, il vaut mieux tenter ça plutôt qu'autre chose. Le problème serait plutôt dans la minimisation de tas d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'en étant dans la logique de la transition, notamment les villes en transition, etc., ils ont une vision d'emblée plutôt positive des rapports sociaux, pensant que tout le monde peut aller dans la même direction. Et ils minimisent les sources de conflits possibles. Or, dès lors que la croissance ne permet pas de redistribuer les fruits, etc., et puis d'accorder suffisamment à tout le monde, dès lors que la pénurie guette, là, les rapports sociaux se tendent. Et les rapports sociaux vont se tendre sur des bases aussi culturelles, communautaires, etc. Or, les transitionneurs font comme si tous ces facteurs de conflit n'existaient pas. Ils n'imaginent pas que si quelques-uns ont réussi dans leur ville à mettre en place des jardins en permaculture, en circuit court, etc., le jour où il y a la pénurie, il peut y avoir des groupes hostiles qui viennent de l'agglomération la plus proche et qui entrent dans un rapport de force. Et bon, malgré tout, pour terminer sur cette question-là, la démarche des transitionneurs ou des décroissants, elle rejoint en un sens la démarche qui serait plus égoïste ou plus pessimiste des survivalistes. De toute façon, ça va péter, il faut que je me prépare dans mon coin. Ça rejoint aussi ce que je disais là sur la fondation qui atténue le choc. Plus il y a d'initiatives pour se préparer à un autre mode de vie, plus frugal, etc., mieux c'est, non pas dans le sens où on évitera la catastrophe grâce à ça. Éventuellement, on va en atténuer l'impact, mais même ça, c'est pas sûr. Mais au moins, on aura posé des bases pour le mode de vie d'après, en quelque sorte, où on aura besoin de se débrouiller avec des technologies beaucoup moins importantes. Le cas de Philippe Lewis sur les low cost montre justement que la surenchère technologique, y compris vendue comme solution écologique, comment ça s'appelle, les smart grid, etc., qui permettent d'optimiser l'utilisation de l'énergie, de limiter le gaspillage, etc., mais qui se basent sur des technologies très pointues, pose un problème. Alors au contraire, tout ce qui est démarche décroissant, simplicité, volontaire, etc., permettront de donner des vies à ceux qui devront en gros survivre ou vivre après l'effondrement, mais sans se faire trop d'illusions sur le fait que ça suffira à ne serait-ce qu'atténuer légèrement les courbes.
Ok, bah merci beaucoup Fabien.